La perte d'un emploi ne touche pas seulement le porte-monnaie. Elle ébranle aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Du jour au lendemain, on peut avoir l'impression de ne plus être légitime, de ne plus avoir de valeur. Le doute s'installe, la peur de l'échec grandit et la motivation s'effrite. Pourquoi cette période affecte-t-elle autant l'image que l'on a de soi ? Comment éviter de se laisser enfermer dans un discours intérieur négatif ? Et surtout, comment reconstruire pas à pas sa confiance pour retrouver l'envie d'aller de l'avant ? La perte de confiance et d'estime de soi. Pour en parler, je reçois le psychopraticien Jean-Claude Dessat. Bonjour Jean-Claude Dessat. Bonjour. Première question un peu générale. Pourquoi la perte d'emploi a-t-elle un impact sur la confiance en soi et l'estime de soi donc ? La perte d'emploi touche bien plus que le portefeuille. Elle frappe l'identité. Dans nos sociétés, le travail n'est pas seulement un gagne-pain, c'est un miroir social. On se définit à travers lui. En effet, le travail est souvent lié à ce qu'on est, à notre place dans le monde. Alors quand on perd son travail, c'est un peu comme si on perdait une partie de soi. On doute de sa valeur, on se demande à quoi je sers, suis-je encore utile ? Et c'est là que l'estime de soi vacille, comme si sans travail, on perdait de notre valeur. Et comme l'estime de soi se nourrit d'action et de reconnaissance, le vide, laissé par l'inactivité, fragilise profondément la confiance. Ce n'est pas qu'une rupture professionnelle, c'est une secousse identitaire, souvent silencieuse, mais malheureusement puissante. Parce que aussi, quand vous parlez de miroir social, c'est que on vit dans une société qui est faite comme ça. Il n'y a pas la possibilité... alors de plus en plus, on peut se reconvertir, etc. Mais il n'y a pas cette possibilité d'être un oisif. Tout à fait. Je pense qu'on y reviendra, mais aujourd'hui, il y a des stéréotypes qui sont liés au travail. Et effectivement, la personne inactive, inoccupée, peut être perçue comme une dilettante. On rentre vraiment dans ce qu'on appelle, en psychologie sociale, le stéréotype. Quels sont alors les mécanismes psychologiques qui expliquent cette baisse de confiance en soi en période de chômage ? Alors, lorsque l'on perd son emploi, la baisse de confiance en soi ne vient pas de nulle part. C'est vrai qu'elle s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques bien connus. Moi, j'en dénombre plutôt 6. Okay. Et je vais vous les proposer. Le premier, clairement, qu'on identifie, c'est la perte d'identité sociale. Le travail, c'est central dans la construction de l'identité personnelle. Comme on vient de dire. On y vient. Et sociale. Donc, perdre son emploi, ça équivaut à perdre une partie de cette identité, ce qui peut engendrer un sentiment de vide et même d'inutilité. Cette perte, parfois, elle est même vécue jusqu'à ce que j'appelle le choc traumatique, qui, lui, peut être accentué par la rupture des repères habituels, tels que le rythme quotidien, quand on travaille, vous allez aussi à la machine à café, et toutes les interactions professionnelles. Le deuxième, effectivement, que j'ai repéré, c'est la dévalorisation et la culpabilité. Donc, je les mets ensemble. Le chômage, c'est fréquemment perçu comme un échec personnel, même lorsque les causes sont externes. Les individus peuvent internaliser cette situation en se reprochant de ne pas avoir été à la hauteur, ce qui alimente un sentiment de culpabilité et une baisse de l'estime de soi. À cela s'ajoute le poids des jugements sociaux négatifs, comme j'en parlais tout à l'heure, et des stéréotypes associés aux personnes sans emploi. Le troisième mécanisme psychologique qui va de pair, c'est l'isolement social. De fait, le chômage conduit souvent à une réduction des interactions sociales, notamment avec d'anciens collègues ou amis encore actifs professionnellement. Cet isolement peut amplifier le sentiment d'exclusion et renforcer l'idée qu'on n'est pas utile ou pas intéressant, ce qui affecte directement la confiance en soi. Le quatrième pôle, qui va un peu avec le précédent, c'est la fameuse, et je dis la fameuse parce qu'en psychologie sociale, c'est un des fondements clés, la comparaison sociale. Et grande problématique de nos sociétés aujourd'hui de toute façon, qui est encore plus forte dans le cadre de la perte d'emploi. Se comparer aux autres, notamment à ceux qui réussissent professionnellement, peut exacerber un sentiment d'infériorité. Cette comparaison qui est biaisée, bien sûr, pousse souvent à ne voir que les réussites des autres, tout en minimisant ses propres compétences ou réalisations passées. Le cinquième mécanisme psychologique, qui lui est très très pragmatique, c'est le sentiment de rejet qui est lié aux échecs
répétés. Les refus lors des candidatures ou des entretiens d'embauche peuvent être vécus comme des rejets personnels. Ces expériences répétées renforcent des pensées négatives sur ses capacités, créant un cercle vicieux où chaque échec alimente davantage le doute et la peur de ne pas réussir. Et enfin, le sixième, qui pour moi est le mécanisme psychologique le plus psycho, je Ouais. dirais d'entre tous, c'est ce que j'appellerais la blessure narcissique. Ah. Là, ça a à voir avec l'ego. Oui, la perte d'emploi est souvent perçue comme une atteinte au narcissisme, une attaque à notre fameux ego. Elle remet en question la reconnaissance des efforts passés et elle peut donner l'impression que ses compétences ne sont pas valorisées. Conséquence directe, cela affecte profondément la perception de notre propre valeur. Donc ça, c'est aussi un regard sur soi, mais le regard des autres, on en parlait un petit peu dans ces 6 points, et donc la pression sociale, comment ils influencent cette perte d'estime? Alors c'est vrai que la pression sociale, elle joue un rôle immense dans la perte d'estime de soi liée au chômage. D'abord, le regard des autres, lui, il agit comme un miroir déformant. Les silences gênés, les questions maladroites, quand on vous demande « tu fais quoi en ce moment ?» Mhm. peuvent réveiller un sentiment d'échec ou de honte, clairement. Ensuite, la norme sociale qui valorise la performance, la réussite, l'activité. On parle même de valeur travail aujourd'hui, donc tout est connoté, travail et valeur. Ça veut dire quoi? Que sans travail, on est sans valeur? Ne plus produire, ne plus être utile dans le cadre professionnel, c'est être en dehors du cadre. Et on peut vite se sentir en marge. Enfin, les stéréotypes sur les chômeurs, comme l'idée qu'ils ne cherchent pas suffisamment ou qu'ils ne savent pas bien se vendre, peuvent être intégrés inconsciemment par la personne elle-même. C'est ce que j'appelle l'autostigmatisation. On finit par croire qu'on Ah ouais. mérite ce regard. Résultat, on doute de soi, non seulement à cause de la situation, mais aussi à travers les yeux des autres. Tout ça est tellement vrai. Enfin, quand on l'a vécu, on se rend compte qu'on est passé par toutes ces étapes. C'est incroyable. Alors, quels sont les signaux faibles d'une éventuelle problématique d'estime de soi qui se dessine? C'est vrai que la perte de confiance, elle ne se voit pas toujours, mais certains signes ne trompent pas. Le premier, c'est le retrait social. La personne sort moins, elle évite les échanges, Mhm. elle évite les questions gênantes, elle ne répond plus aux appels, elle se coupe du monde par peur d'être jugée. En deuxième point, je dirais l'autodévalorisation. Elle dit souvent des phrases comme « je ne sers à rien »,« je ne suis bon à rien »,« personne ne veut de moi ». Je suis nulle. Moi, j'ai dit beaucoup ça. De toute façon, non, mais je suis nulle pour ça. On peut rajouter « je suis nul ». La procrastination et l'évitement. L'individu peut repousser des candidatures, n'ose plus postuler ou annule même des entretiens à la dernière minute par peur de l'échec. Ce mécanisme s'apparente un petit peu au processus phobique en psychologie. Mhm. Le quatrième point, c'est les troubles physiques ou émotionnels. Et là, on rentre vraiment dans la psychosomatique. De nombreux troubles, tels que les troubles du sommeil, la fatigue, l'anxiété, l'irritabilité, voire des symptômes dépressifs peuvent apparaître et nuire à l'équilibre de vie. Alors qu'on se dit que ce serait le moment de se reposer, justement. Tout à fait. Mais ça, dans ce monde où justement l'inactivité n'est pas valorisée, n'est pas concevable, se reposer, c'est à nouveau être perçu Mhm. comme un dilettante, un inactif. Mhm. Et le dernier point, le cinquième, c'est la perte d'élan. Même des choses simples comme se lever, planifier sa journée peuvent devenir difficiles. Je l'ai observé chez certaines personnes. Cette perte d'élan, elle peut même s'accompagner de la perte du plaisir, notamment dans les activités qui, auparavant, faisaient sens ou procuraient de la joie. En fait, comme si le moteur intérieur s'était mis en veille, laissant place à l'apathie et au découragement. Tous ces signes sont des signaux d'alarme. Ils ne disent pas « on verra plus tard », mais plutôt « je n'y crois plus ». Et ça se travaille en thérapie. Alors, Jean-Claude, comment éviter de se définir uniquement par son emploi ou son statut professionnel? On vit dans une société où la première question qu'on pose, c'est « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors forcément, on finit par se définir bien souvent par notre travail. Pour sortir de ça, il faut réapprendre à se voir autrement, se reconnecter à ce qu'on est, pas juste à ce qu'on fait. Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes passions? Mes engagements? Mes relations?
Un statut, ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais notre valeur, elle, ne tient pas ni à un statut, ni à un contrat. Elle tient à ce qu'on apporte au monde, à notre entourage, à soi-même. Le chômage est souvent un moment propice pour rééquilibrer son identité, remettre en avant ce qui fait sens, ce qui fait lien, et même ce qui fait vibrer, au-delà du poste qu'on occupait. Alors, la prochaine question va vraiment dans la continuité de celle-ci, parce que, et en plus, vous êtes là pour ça, Jean-Claude, quels conseils vous pouvez donner pour gérer ce fameux sentiment d'échec, d'autant plus qu'il peut être quand même très présent lorsque la personne s'est longtemps définie que par rapport à son travail, Bien sûr. ou surtout par son travail. Bien sûr. J'utiliserai une image. Le sentiment d'échec, c'est comme se trouver en plein brouillard. Moins on avance, moins on perçoit les contours de la réalité. Tout semble flou, incertain, on finit par confondre un moment difficile avec une vérité sur soi. Alors voici quelques clés justement pour en sortir. Allez. La première, je dirais simplement et de façon pragmatique, c'est remettre les choses en perspective. Perdre un emploi, ce n'est pas être un échec. C'est vivre un événement difficile, certes, mais ponctuel. C'est une transition forcée, oui, mais vers du changement. La deuxième clé, et ça, le psychopraticien que je suis ne peut que la valoriser, que l'encourager, c'est parler, la parole. Mettre des mots sur ce qu'on ressent permet de sortir du silence intérieur qui alimente la honte ou la culpabilité. La troisième clé, c'est identifier ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi. Beaucoup de licenciements sont structurels, pas personnels. Alors pourquoi aller s'attribuer des choses qui ne nous ou vous appartiennent pas? La quatrième clé, la dernière je dirais, et peut-être la plus importante qu'on met souvent de côté, c'est se rappeler de ses réussites passées. Il faut noter noir sur blanc ses compétences, ses accomplissements, même petits. Vous savez, c'est un peu comme un designer qui prépare son portfolio avant de rencontrer un client. Il rassemble ce qu'il a créé, ce dont il peut être fier, pour se représenter avec justesse et confiance. Eh bien, on a tous un portfolio intérieur. Encore faut-il prendre le temps de le réaliser et de se l'approprier. Enfin, un dernier point, c'est se donner un droit à l'imperfection. Tout parcours comporte des détours. Ce n'est pas un effondrement, mais un virage. Je dirais que l'échec ne définit pas la personne. Il fait partie du chemin, certes inconfortable, mais souvent riche d'enseignements. D'accord, très bien, mais comment on peut valoriser ces compétences, ces expériences passées dont vous parliez, même en période de chômage? Alors, en période de chômage, on a tendance à oublier tout ce qu'on sait faire. Pourtant, nos compétences ne disparaissent pas comme ça, d'un coup de doigt avec notre contrat de travail, on est d'accord. C'est genre le blackout tout d'un coup, quoi. Exactement. Pour les valoriser, il faut tout simplement commencer par faire l'inventaire de ce que vous avez accompli. Tous les projets, les responsabilités, les défis relevés, même en dehors du cadre pro. Vous savez, tout ce qui concerne le bénévolat, la parentalité, les sports, la créativité, tout ça, ça joue. Ce sont des compétences qui peuvent être utilisées dans un travail, un autre travail. Ensuite, parlez-en. Je parlais tout à l'heure de s'approprier notre portfolio intérieur. C'est exactement ça. Pour se l'approprier, il faut le revendiquer, en parler autour de soi, à un proche, un conseiller, ou même à vous-même à voix haute. Cela aide à reprendre conscience de sa valeur. Enfin, transformez vos expériences en récits. Un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon galvaudée, le storytelling. J'allais le dire. Mais ça marche bien. Ce que j'ai appris, ce que j'ai surmonté, cela change le regard. Vous n'êtes pas inactif, vous êtes en transition. Et toute la différence est là. Le chômage n'efface pas l'expérience. Il peut même devenir un moment fort pour la faire exister autrement. Alors comment, parce qu'on le disait aussi tout à l'heure, ça c'était un conseil que vous nous donniez, de structurer son temps pour éviter justement de sombrer dans l'inaction. Alors comment on fait? Quand on perd son emploi, on perd aussi ses repères. Et sans cadre, les journées peuvent vite devenir floues, puis pesantes. Structurer son temps, c'est redonner du rythme à sa vie. Premièrement, fixez-vous une routine. Se lever à heure fixe, s'habiller, planifier sa journée, ça remet en mouvement. Deuxième point, alterner les temps utiles et agréables.
Après tout, si vous êtes sans emploi, vous avez le droit, vous pouvez profiter de cette période d'inactivité pour justement vous enrichir et faire des choses que vous ne pouviez pas faire quand vous travaillez. Une tâche de recherche d'emploi, une activité physique, un moment pour soi peuvent être tout à fait adaptés dans ce point. Une petite expo, un ciné, du Ex- sport. Exactement, tout à fait. Troisième point, définissez de petits objectifs quotidiens. Pas besoin de faire 10 candidatures par jour. Pas besoin de chercher à maximiser tout le temps que vous avez de disponible à la recherche d'emploi uniquement. D'ailleurs, une seule annonce ou candidature bien ciblée et Mhm. bien travaillée, c'est déjà mettre le pied à l'étrier. Enfin, je dirais tout simplement, notez vos avancées. Cochez, rayez, visualisez. Ça motive et ça donne du sens au temps, de façon concrète et réelle. Le secret, ce n'est pas d'être hyper productif ni hyper actif. C'est de rester acteur de ses journées, même modestement. Le mouvement, c'est déjà la vie. Mm. Tout à l'heure, vous nous disiez, on se sent souvent isolé. D'ailleurs, on cherche à s'isoler soi-même. Or, on le sait, l'entourage, le réseau professionnel, ça sert quand même bien dans la reconstruction de l'estime de soi ou pas. Absolument. L'estime de soi ne se reconstruit pas seule, surtout après une perte d'emploi. L'entourage joue un rôle fondamental. D'abord, parce qu'un regard bienveillant, un mot de soutien ou une simple écoute peut faire toute la différence dans les moments de doute. Il nous rappelle qu'on a de la valeur, même quand on doute de soi. Ensuite, le réseau professionnel peut être un levier très concret. Il redonne de la visibilité, de la légitimité et parfois des opportunités. J'insiste sur le thème de légitimité parce qu'on sait que dans ces moments-là, parfois on perd ce sentiment de légitimité, alors qu'il n'y a pas lieu de ressentir cette perte. Reprendre contact, demander conseil, oser dire quand on est en recherche, ce n'est pas quémander, c'est tout simplement réactiver du lien. D'ailleurs, comme le dit Boris Cyrulnik, il n'y a pas de résilience sans amour, on ne se relève jamais seul. S'appuyer sur les autres, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un geste de force. Mm. Alors, comment réussir tout simplement à faire de cette période, et vous venez d'employer le mot, une force? Le chômage peut sembler comme une parenthèse imposée. Je disais tout à l'heure, effectivement, je parlais de transition imposée. Mais c'est vrai qu'il peut aussi devenir une vraie bifurcation. C'est l'occasion ou jamais de se poser des questions qu'on ne prend presque jamais le temps d'aborder en temps normal. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle valeur je veux incarner? Est-ce que je veux continuer dans la même voie ou me réinventer? Pour cela, il faut oser explorer, se former, tester de nouvelles activités, rencontrer d'autres professionnels ou même s'autoriser à rêver. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est souvent fertile. Comme le disait Marc Aurèle, la nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Et là, on touche un peu au concept de résilience. Parfois, ce qui semble être une impasse devient un point de départ. Alors, pour terminer, quels conseils vous donneriez aux personnes en recherche d'emploi pour qu'elles se sentent à nouveau légitimes, qu'elles se sentent capables de réussir? La clé, c'est de retrouver le sentiment de légitimité, même sans poste actuel. Mon premier conseil, arrêtez de vous définir par votre situation et recommencez à vous définir par vos compétences. Ça, c'est important. Vos aptitudes, c'est ce qui compte. Ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, ce que vous avez traversé, ça, personne ne peut vous l'enlever. Deuxième conseil, parlez de vous au présent, pas au passé. Vous n'avez pas été chef de projet ou assistant commercial. Vous êtes quelqu'un qui possède un savoir-faire, des aptitudes avec de l'expérience. Troisième conseil, n'attendez pas d'avoir retrouvé un emploi pour agir comme une personne confiante. Reprenez des routines, des échanges, osez les candidatures, même imparfaites. L'action précède souvent la conviction. Et surtout, souvenez-vous, vous avez de la valeur maintenant, pas plus tard, pas quand vous aurez un contrat, maintenant. Jean-Claude Dessat, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perdre son emploi sur massif.fr.